Bonjour. Nous allons voir dans cet exposé les principes généraux des tests statistiques, sans rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Les objectifs de ce cours sont de vous rendre capable d'exprimer un projet de comparaison de paramètres tels que moyenne, pourcentage ou distribution en langage proprement statistique. Savoir formuler un jeu d'hypothèses, et puis, sans nous encombrer de la technique des tests, qui font l'objet de plusieurs vidéos spécifiques, nous allons sauter directement à leurs résultats pour apprendre à les interpréter. Concrètement, nous verrons les chapitres consacrés à la formulation d'une hypothèse nulle et d'une hypothèse alternative, à la signification de ce qu'on appelle le petit p, et nous verrons ce qu'on appelle les risques de première espèce alpha et de deuxième espèce bêta. Alors, il n'y a pratiquement aucun prérequis pour comprendre ce cours, tout au plus connaître les principaux types de variables utilisées en épidémiologie statistique, variables quantitatives ou qualitatives. Et puis les paramètres qui permettent de résumer ces variables, paramètres de position, moyenne, pourcentage, et paramètres de dispersion comme variance et écart-type. Alors comment raisonne-t-on pour pratiquer un test statistique de comparaison ? Tout part, bien entendu, d'une observation ou de plusieurs observations, résultant en général de mesures qu'on a pratiquées sur plusieurs séries d'individus. Alors prenons un premier exemple avec une étude visant à mesurer si l'exposition à certains produits chimiques a un effet toxique sur les globules rouges et notamment sur leur taille mesurée par le volume globulaire moyen chez chaque individu. Donc ce VGM, s'il est diminué, est signe d'une anémie. On décide donc de comparer, à l'intérieur d'une même usine, un échantillon d'individus faiblement ou carrément non exposés, comme les employés administratifs de l'entreprise, à un groupe fortement exposé, comme les ouvriers directement et quotidiennement en contact avec les produits chimiques. Et à la fin de l'étude, on constate que la moyenne du VGM, dans un échantillon de 30 employés de bureau, est de 94,7 micromètres cubes, alors qu'elle est de 92,5 micromètres cubes dans un échantillon de 30 ouvriers. Et donc la question qui se pose, et qui découle directement de ces deux observations, est de se demander si la moyenne du VGM est réellement différente entre les employés de bureau et les ouvriers. On va prendre un second exemple, où au décours de l'investigation d'une épidémie de gastro-entérite, on constate que parmi les consommateurs d'un aliment particulier, ici une salade de tomates, 26,9% ont présenté une diarrhée, contre 19% chez les non-consommateurs. Et la question qui découle de cette observation, de deux taux d'attaque qui paraissent assez différents, est de se demander si on avait plus de risques de contracter une gastro-entérite après avoir mangé des tomates. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence, ou est-ce que les différences observées ne seraient-elles pas dues simplement au hasard, à des fluctuations d'échantillonnage? Et pour répondre à ces questions, le moyen est de réaliser ce qu'on appelle un test statistique. Quel que soit le test, la démarche est toujours la même. On commence par formuler ce qu'on appelle une hypothèse nulle, qui se résume par l'acronyme H0. Donc hypothèse nulle qui stipule qu'il n'y a aucune différence, non pas entre les échantillons, parce que eux ils sont à l'évidence différents, mais entre les populations dont ils sont issus. C'est-à-dire que les paramètres qu'on étudie, moyenne, pourcentage, distribution, sont identiques dans ces deux populations. Ce qui revient à dire que les échantillons proviennent de la même population. Et dans le même temps, on formule une seconde hypothèse qu'on appelle hypothèse alternative, H1, qui stipule que les paramètres des populations dont sont issus les échantillons sont différents. C'est-à-dire que les échantillons proviennent de deux populations différentes. Voilà donc les deux hypothèses composent simultanément. Alors, voyons comment formuler le jeu d'hypothèses avec le premier exemple de comparaison du VGM entre employés et ouvriers. Donc, hypothèse nulle, H0, le VGM est identique en moyenne dans les populations d'ouvriers et d'employés. Et hypothèse alternative H1, le VGM est différent chez les ouvriers qui sont en contact avec les produits par rapport au VGM des employés. Alors dans le second exemple, on compare les taux d'attaque de gastro-entérite selon la consommation de tomates. Hypothèse nulle, la fréquence de gastro-entérite est identique qu'on soit mangeur ou non mangeur de tomates. Et hypothèse alternative, les deux fréquences sont différentes. Alors vous remarquerez au passage que
que j'emploie l'adjectif différent pour l'hypothèse alternative. On reviendra là-dessus plus tard. Lorsqu'on pose en hypothèse alternative que les paramètres sont différents, cela implique qu'on ne sait pas a priori dans quel sens bascule cette différence. On dit que l'hypothèse alternative H1, dans ce cas, est une hypothèse bilatérale. Par exemple, si on veut comparer la fréquence d'une maladie entre deux pays A et B, on ne sait pas a priori qui de A ou de B aurait la fréquence la plus élevée. Alors, dans l'exemple du VGM, ça se discute. On pourrait aussi imaginer que les produits toxiques, à l'inverse, augmentent le VGM, créant une macrocytose. L'hypothèse ne serait pas totalement absurde. Dans l'exemple de la gastroentérite, le taux d'attaque chez les sujets exposés à tel ou tel facteur pourrait être inférieur au taux d'attaque chez les non exposés, ce qui serait le cas par exemple d'un facteur protecteur. Donc dans ces deux exemples, il est plus logique et plus prudent de garder une hypothèse alternative H1 bilatérale. Mais dans certains cas, on peut considérer que l'hypothèse alternative H1 ne peut aller que dans un seul sens. Par exemple, que le paramètre dans la population 1 est supérieur à celui de la population 2. Dans ce cas-là, on pose une hypothèse alternative H1 unilatérale. Par exemple, si on réalise une étude sur l'efficacité d'un vaccin contre le paludisme, l'objectif va être de comparer la fréquence du paludisme entre un groupe vacciné et un groupe non vacciné. On va donc poser l'hypothèse nulle, la fréquence du paludisme est identique dans les deux groupes, et on va poser l'hypothèse alternative H1, la fréquence du paludisme est non pas différente, mais inférieure dans le groupe vacciné par rapport au groupe non vacciné. Le fait qu'elle puisse être supérieure dans le groupe vacciné, que la fréquence du paludisme puisse être supérieure dans le groupe vacciné, est une hypothèse qui serait absurde. On pose donc ici une hypothèse qui est unilatérale. Notez que ça n'aurait pas été bien grave de poser une hypothèse bilatérale. On verra plus tard que l'intérêt de poser une hypothèse H1 unilatérale va être d'augmenter la puissance du test. Et on peut maintenant énoncer le principe général de tous les tests statistiques. Premièrement, c'est l'hypothèse nulle qu'on teste. Ensuite, si à l'issue des calculs du test, l'hypothèse nulle n'est pas vérifiée, alors on la rejette et on accepte automatiquement l'hypothèse alternative H1. C'est pour cette raison qu'il est impératif, avant même de faire le test, d'écrire, de fixer clairement l'hypothèse alternative, car son acceptation va être automatique. On n'a pas le droit, au vu d'une hypothèse nulle qui ne se vérifie pas et qui ne va pas dans le sens espéré, de rediscuter l'hypothèse alternative en fonction du résultat. Et, deuxième circonstance, si on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, alors on ne conclut pas. Alors vous remarquerez l'asymétrie du raisonnement, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0 qu'on l'accepte. En fait, on n'affirme jamais une hypothèse nulle. Je vous propose ce petit organigramme pour fixer les idées. Donc on teste H0, soit on la rejette et alors on accepte H1, soit on ne peut pas la rejeter et alors on ne conclut pas. Donc vous voyez tout de suite les conséquences de ce type de raisonnement en épidémiologie, en santé publique. Lorsque n'importe qui lance à la face du monde, sur le grand marché d'Internet, n'importe quelle hypothèse, aussi fantaisiste soit-elle, par exemple que les éoliennes seraient responsables du cancer du cerveau, eh bien, même si on monte des études rigoureuses sur ce sujet, il est extrêmement difficile d'affirmer qu'il n'y a aucun effet, puisqu'on ne peut jamais accepter l'hypothèse nulle. Donc c'est la porte ouverte à toutes les fantasmagories. Ensuite, avant même de recueillir les données et d'effectuer le moindre calcul, on va se fixer une barre, un seuil d'erreur à ne pas franchir. C'est ce qu'on appelle le risque de première espèce ou risque alpha. C'est le risque de se tromper si par malheur on rejetait l'hypothèse nulle alors qu'elle serait vraie. Donc, le risque alpha est donc un risque qu'on assume de prendre. On peut choisir n'importe quel risque a priori, à condition qu'il ne dépasse pas 5%, ce qui serait déraisonnable. Alors on va continuer notre raisonnement. Maintenant que le jeu des hypothèses a été bien formulé, on va passer au test proprement dit. Alors, on va reprendre notre premier exemple avec nos deux moyennes mesurées chez les employés et ouvriers et le jeu de nos deux hypothèses, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative qu'on a maintenue ici en bilatéral. Alors concrètement, comment visualiser ces deux hypothèses? Dans l'exemple des VGM,
on compare deux moyennes. La moyenne du VGM dans l'échantillon des ouvriers, 92,5, et celle du VGM chez les employés, 94,7. Si l'hypothèse nulle est vraie, alors cela veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le VGM de la population générale des ouvriers exposés aux produits chimiques, dont la moyenne serait mu1, et celle des employés non exposés, dont la moyenne est mu2. En fait, ils appartiennent à la même population, mu1 égale mu2, et les différences observées sur ces deux échantillons ne sont tout simplement que des fluctuations d'échantillonnage. Mais si c'est l'hypothèse alternative H1 qui est vraie, alors ces deux échantillons appartiennent en réalité à deux populations dont les moyennes de VGN, mu1 et mu2, sont différentes. Et donc si l'on appelle delta la différence entre les deux moyennes M1 et M2, si l'hypothèse nulle H0 est vraie, alors delta, M1 moins M2, n'est pas très éloigné de 0 et proche de 0. C'est cette hypothèse-là, à savoir que la différence entre M1 et M2 est proche de 0, qui va être testée. Et on calcule donc cette différence dans notre exemple, 94,7 moins 92,5 égale 2,2. Et donc la question devient, est-ce que 2,2 est suffisamment éloigné de 0 pour qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle H0? Alors on va prendre le second exemple de la fréquence de gastroentérite chez les consommateurs et non consommateurs de tomates avec le jeu des deux hypothèses qu'on va visualiser de la façon suivante. Donc dans cet exemple, en fait, on compare deux pourcentages, les taux d'attaque de gastroentérite, donc symbolisés par ces deux camemberts. Si H0 est vrai, alors ces deux échantillons de mangeurs et de non-mangeurs de tomates appartiennent à la même population dont la fréquence de gastroentérite est la même. C'est donc en fait à la même population où, quelle que soit la consommation de tomates, on observe le même taux de gastroentérite. Mais si H1 est vrai, si la consommation de tomates a une responsabilité sur la gastroentérite, alors les deux échantillons observés appartiennent à deux populations différentes en ce qui concerne le taux de gastroentérite. P1 est différent de P2. On va donc calculer la différence entre les deux pourcentages, 26,9 moins 19,0, on obtient 7,9%. Et donc la question est maintenant formulée de la façon suivante, est-ce que 7,9 est suffisamment éloigné de 0 pour qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle? Les tests sont faits pour répondre à ces questions. Alors tous les tests statistiques, quels qu'ils soient, calculent la probabilité d'avoir observé les résultats obtenus sous la condition que l'hypothèse nulle est vraie. Cette probabilité est exprimée sous une forme que vous avez déjà vue dans les publications scientifiques, c'est le petit p. Si on teste une différence, le petit p, c'est la probabilité d'avoir obtenu une différence au moins aussi grande si l'hypothèse nulle est vraie. Et je vais caricaturer un peu en disant que les tests statistiques, qui sont produits par des calculs qui sont plus ou moins compliqués, dans lesquels on fait entrer les paramètres concernant les échantillons, moyenne, écart type, pourcentage, effectif de l'échantillon, tous ces tests ne sont en fait que des machines à produire un ingrédient unique, commun à tous, qui est le petit p. Nous allons sauter une étape triviale, celle des calculs des tests, que nous détaillerons dans d'autres exposés, et qui sont très différents les uns des autres selon qu'on manipule des variables quantitatives ou qualitatives. Pour revenir donc à leur point commun, qui est l'interprétation du petit p. Donc dans notre premier exemple, le calcul du test de comparaison des deux moyennes de VGM nous fournit un petit p 0,0042. Cela signifie qu'on a une probabilité de 0,0042 d'avoir observé cette différence si l'hypothèse nulle d'une égalité du VGM dans les deux populations d'employés et d'ouvriers était vraie. Dans le second exemple, le calcul nous produit un petit p de 0,56, ce qui signifie qu'on a 56 chances sur 100 d'observer une telle différence de taux d'attaque si l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire si les tomates ne jouaient aucun rôle dans cette épidémie. Et nous allons maintenant regarder ce que cela veut dire, que conclure lorsqu'on a une certaine valeur de petit p. Pour interpréter petit p, on va regarder où se situe sa valeur par rapport au risque alpha qu'on s'est fixé au début de l'étude. Une règle universelle est de fixer cette valeur alpha à 5%. C'est le maximum admissible. Mais ce n'est qu'une convention.
Si vous voulez rester prudent, rien ne vous empêche d'avoir choisi a priori un risque plus faible, 2%, voire 1%. On va donc comparer le petit p observé à cette valeur critique de 5%. Si petit p est inférieur à 5%, on rejette H0 et on accepte l'hypothèse alternative H1. On affirme que la différence observée est significative. Dans l'exemple du VGM, le petit p est à 0,0042. Il est donc très faible et inférieur à 0,055%. Et on conclut donc qu'il existe une différence significative entre le VGM des ouvriers et celui des employés. On peut alors afficher un petit p inférieur au seuil de 5%. Alors, vous remarquerez que je ne dis pas que le risque de se tromper en rejetant H0 est inférieur à 1%, comme le suggérerait le chiffre de 0,0042. Le petit p n'est pas un risque de se tromper. C'est une mesure de la significativité du résultat, ou si vous préférez, du degré de confiance avec laquelle on peut rejeter l'hypothèse nulle avec les données qu'on a recueillies. Si j'avais voulu afficher un risque d'erreur inférieur à 1%, alors il aurait fallu que, avant le début du travail, je choisisse un seuil alpha de 1%. Et avec la valeur de P 0,0042, j'aurais pu écrire effectivement P inférieur à 1%, mais à la condition d'avoir choisi ce seuil avant le début du travail. Si petit p est supérieur à 5%, alors on ne rejette pas l'hypothèse nulle, mais vous avez vu qu'on ne peut pas pour autant conclure, on peut tout juste dire que la différence observée n'est pas significative. Si on reprend l'exemple de la gastroentérite, le test de comparaison des deux pourcentages nous offre une valeur de 0,56. 0,56 est largement au-dessus de 5%, donc la différence entre les deux taux d'attaque n'est pas significative. On ne peut pas incriminer les tomates, mais on ne peut pas non plus dire qu'elles sont absolument sans aucun effet. Nous avons vu que lorsqu'on fait un test statistique, on prend le risque de se tromper. Nous avons vu ce risque alpha assumé. En réalité, lorsqu'on réalise un test statistique, on prend deux sortes de risques. Le risque alpha dit de première espèce et le risque bêta de deuxième espèce. Alors ici, nous allons énoncer de façon plus formelle ce que nous avions déjà vu pour le risque alpha. Le risque alpha, risque d'erreur de première espèce, c'est lorsqu'on affirme une différence alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Ou bien dit autrement, le risque alpha, ou risque de première espèce, c'est le risque de rejeter l'hypothèse nulle si l'hypothèse nulle est vraie. Alors, vous remarquerez au passage la différence fondamentale entre le risque alpha et le petit p. Le risque alpha est un risque choisi et assumé a priori avant de commencer le travail. Le petit p, c'est après calcul sur les données recueillies. C'est la probabilité d'avoir obtenu la différence au moins aussi grande que celle qui a été observée si l'hypothèse nulle est vraie. Donc cette probabilité, qui n'est pas un risque d'erreur, quantifie le degré de significativité statistique de cette différence. On va prendre un petit exemple imagé. Voici ici un échantillon de carrelage de 25 carreaux, dont 80% sont bleus. Et voici un second échantillon de 25 carreaux aussi, dont 36% seulement sont bleus. Donc question, y a-t-il une différence significative entre ces deux pourcentages? Proviennent-ils de la même population? Proviennent-ils d'un dallage unique, ce qui serait l'hypothèse nulle, ou de deux dallages différents, ce qui serait l'hypothèse alternative? Au premier regard, on aurait envie de dire qu'ils proviennent de deux dallages différents, de deux populations différentes, un dallage riche en bleu et un dallage plus riche en jaune. On rejetterait donc ainsi l'hypothèse nulle. Mais en réalité, j'ai choisi ces deux échantillons dans un unique dallage où bleu et jaune sont à 50%. Donc parmi tous les échantillons de 25 carreaux qu'on aurait pu construire, eh bien il est parfois possible d'obtenir un rectangle à dominante bleue et un autre rectangle à dominante jaune. C'est rare, mais c'est pas impossible. Donc ici vous avez une illustration de ce risque d'erreur alpha qu'on a pris en affirmant que les deux échantillons provenaient de deux dallages différents. Donc, lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle, H0, conséquence immédiate, c'est l'acceptation de l'hypothèse alternative. Et alors, de deux choses l'une, soit on a raison et la science avance, soit on a tort et on ne se sent pas très bien quand on s'en aperçoit.
Donc, ce risque alpha, tous les chercheurs qui utilisent des statistiques l'assument et l'admettent, et c'est la raison pour laquelle on est d'autant plus confiant dans les résultats que la valeur du petit p est la plus faible possible. Et corollaire de tout cela, plus le nombre d'études augmente sur un même sujet, plus grande est la probabilité d'observer une différence qui n'existe pas. Rappelez-vous qu'un risque à 5%, ça équivaut à une chance sur 20. Et si vous considérez le nombre d'études publiées chaque mois dans la littérature internationale, vous prenez conscience qu'il est loin d'être rare de lire des résultats faux, tout simplement à cause de ce risque alpha. Donc pour nous résumer, le risque alpha, eh bien c'est le risque d'affirmer une différence qui en réalité n'existe pas. Alors voyons maintenant notre deuxième exemple où nous avions un petit p de 0,56 et on avait conclu en disant que la différence entre les deux taux d'attaque n'était pas significative et qu'on ne pouvait justement pas conclure à une différence. Nouvelle question, peut-on vraiment affirmer qu'il n'existe aucune différence entre ces taux d'attaque? Et nous abordons là le risque de deuxième espèce, le risque bêta, qui est le risque qu'on prend lorsqu'on ne conclut pas à une différence, alors qu'en réalité, il en existe une. Et dit de façon plus formelle, ce risque bêta de deuxième espèce, c'est le risque de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, alors que c'est l'hypothèse alternative H1 qui est vraie. Alors, autant on pouvait contrôler le risque alpha avec le calcul du petit p, autant on ne sait pas le faire avec le risque bêta. C'est la raison pour laquelle on ne peut jamais affirmer qu'une hypothèse nulle est vraie, puisqu'on ne sait pas quantifier le risque de se tromper en faisant une telle affirmation. Pour illustrer ce risque bêta, je vais reprendre l'exemple du carrelage de ma salle de bain. Voici un premier échantillon de 25 carreaux dans lequel la proportion de carreaux bleus est de 48%. Et voici un deuxième échantillon dans lequel la proportion de carreaux bleus est de 52%, donc assez proche du premier. Et même question, est-ce que ces deux échantillons proviennent du même dallage, hypothèse nulle, ou est-ce qu'ils appartiennent à deux dallages différents, ce qui serait l'hypothèse alternative? Alors, on aurait à l'évidence, sur un seul coup d'œil, envie de dire qu'ils appartiennent au même dallage, donc de ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Mais le piège tendu vous paraît grossier, et évidemment, vous n'êtes pas surpris de constater qu'ils proviennent de deux dallages très différents. L'échantillon de gauche provient d'une population où la fréquence des carreaux bleus est de 30%, tandis que l'échantillon de droite provient d'une population où la fréquence des carreaux bleus est de 60%. Donc les deux populations d'origine sont très différentes, alors que pourtant les échantillons se ressemblaient. Donc on s'est trompé en pensant qu'ils provenaient du même dallage, en ne rejetant pas l'hypothèse nulle. Alors nous allons maintenant observer ce qu'il se serait passé si on avait augmenté la taille de l'échantillon. Ici c'est le même exemple, mais nous avons agrandi la taille de l'échantillon en prenant 48 carreaux au lieu de 25. Et vous voyez, toujours à l'œil nu, que la ressemblance entre ces deux échantillons diminue. Celui de droite apparaît un peu plus riche en carrés bleus. Si on augmente encore la taille de l'échantillon, cette impression augmente. Et ici, avec deux échantillons d'une centaine d'individus, vous allez maintenant pouvoir rejeter l'hypothèse nulle d'un même dallage d'origine. Ces deux échantillons apparaissent complètement différents et proviennent sûrement de dallages différents. Donc ceci vous illustre une notion fondamentale, à savoir que le risque bêta diminue en fonction de la taille de l'échantillon. Plus celle-ci est grande, plus le risque bêta est faible. Et si on appelle puissance d'un test la valeur 1 moins bêta, eh bien on peut dire que la puissance d'un test est liée à la taille de l'échantillon. Donc si on désire détecter une faible différence, alors il nous faudra un test puissant, et donc il nous faudra une taille d'échantillon suffisamment élevée. Donc la notion de risque bêta, en fait, est utile au début d'une étude, lorsqu'on écrit le protocole, pour estimer, pour calculer la taille des échantillons nécessaires. Donc pour chaque test, il existe des formules relativement compliquées pour calculer la taille des échantillons afin de mettre en évidence une différence delta minimum. Donc quel que soit le test, les logiciels qui effectuent ce type de calcul vous demandent toujours quelle différence minimale vous désirez identifier. Quel est l'écart type de cette différence? Et là, il va y avoir un petit souci pour la connaître, puisqu'a priori, on ne le sait pas et qu'il faudra des études pilotes pour en avoir un ordre de grandeur. Les logiciels vont aussi demander quel est le risque alpha que vous consentez.
soit 5%, soit plus bas que 5%, et quel est le risque bêta que vous consentez. Et c'est là que cette notion de risque bêta intervient. Alors, les logiciels demandent parfois non pas bêta, mais la puissance désirée. Ce qui revient exactement au même. Si vous consentez un risque bêta de 20% par exemple, eh bien cela veut dire que vous désirez une puissance de 80%. Alors souvent on accepte un risque bêta relativement élevé, en tout cas plus élevé que 5%, on peut aller même jusqu'à 20%, 25%. Alors ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'on considère comme moins grave de ne pas voir une différence qui existerait plutôt que d'affirmer une différence de façon fausse. Et la seconde raison, eh bien, c'est que plus vous exigez un risque bêta petit, une puissance élevée, eh bien, plus l'échantillon grandit, la taille de l'échantillon grandit de façon exponentielle. Et donc, il faut bien limiter les coûts pour pouvoir réaliser les études. Pour conclure sur le non-rejet de l'hypothèse nulle, on a vu qu'on ne pouvait pas pour autant l'accepter, on dit simplement qu'on ne peut pas conclure. Donc de deux choses l'une, soit on a raison car il n'y avait rien à voir de toute façon, soit on a tort, car on manquait de puissance, tout simplement. Donc on a vu que le risque d'erreur bêta pouvait se compenser par une augmentation de puissance, c'est-à-dire par une augmentation du nombre de sujets à inclure, donc par l'augmentation des moyens à mettre en œuvre. Donc si vous êtes persuadé de la pertinence d'une étude comparative, si vous avez foi dans l'hypothèse alternative H1, eh bien il faudra y mettre les moyens pour ne pas être frustré. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas trop sûr d'obtenir une différence sensible entre vos groupes, eh bien réfléchissez longuement avant d'inclure les milliers d'individus qu'il faudrait pour une différence qui est encore hypothétique. Donc retenez que le risque bêta, c'est le risque de ne pas voir une différence qui en réalité existe. Alors pour finir, une petite réflexion comparative sur ces risques de première et de deuxième espèce alpha et bêta. Prenons l'exemple d'une étude sur l'efficacité d'un éventuel vaccin contre le sida. Alors si vous ne détectez pas une efficacité qui serait réelle, eh bien à cause de ce risque bêta, vous passez à côté d'un progrès. Mais si à l'inverse, vous concluez à tort à l'efficacité de ce produit qui n'en a aucune, eh bien le risque alpha vous fait prendre une décision catastrophique. Donc dans cet exemple, il faut choisir alpha assez faible, par exemple 1%, pour être à l'abri de cette catastrophe. Autre exemple, avec les études récurrentes sur l'éventuel lien qu'il y aurait entre le vaccin contre l'hépatite B et la survenue de sclérose en plaques, SEP. Alors le risque bêta, c'est de ne pas détecter un lien. Ce risque est grave car on va continuer à vacciner des individus et leur faire prendre le risque hypothétique de sclérose en plaques. Mais à l'inverse, si la conclusion sur le lien est erronée, eh bien les conséquences sont catastrophiques, car comme on l'a vu, eh bien les couvertures vaccinales pour le vaccin contre l'hépatite B se sont effondrées, et les conséquences, eh bien c'est le risque d'augmentation des cas d'hépatite B, qui comme vous le savez est une maladie grave. Et concernant ce problème d'un lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, on peut dire à l'heure actuelle qu'aucune étude n'a présenté un lien avéré, malgré quelques petits P contradictoires. Ce qu'on peut dire, c'est que plus le temps passe, plus le nombre d'études augmente, plus le nombre de sujets comparés augmente, plus la puissance globale de l'étude augmente. Et donc le risque de deuxième espèce, le risque de se tromper en ne voyant pas ce lien, eh bien ce risque s'estompe au fur et à mesure. Et pour conclure sur ces deux risques de première et de deuxième espèce, voilà un petit diagramme qui figure dans de nombreux ouvrages de statistiques. D'un côté, en vertical, la réalité inconnue, soit H0 est vrai, soit c'est H1, l'hypothèse alternative, qui est vraie. Et en horizontal, la décision qu'on prend à l'issue d'un test statistique. Soit on ne rejette pas l'hypothèse nulle, soit on la rejette en acceptant l'hypothèse alternative H1. Et donc il y a quatre cas de figure possibles, quatre situations. Soit on ne rejette pas H0 et H0 est vrai, et tout va bien. Soit on rejette H0 en acceptant H1 alors que justement c'est H1 qui est vrai, et tout va encore mieux, on a démontré quelque chose. Soit on rejette H0 en acceptant H1 alors que H0 est vrai, alors on a commis l'erreur de première espèce en prenant le risque alpha. Soit on ne rejette pas H0 alors que H1 est vrai, et alors on a commis l'erreur de deuxième espèce en prenant le risque bêta.
Alors nous voici à la fin de l'exposé que je voulais vous faire, où nous avons vu comment poser des hypothèses statistiques au vu d'une observation, quel type de résultats fournissaient les tests statistiques avec leur valeur petit p, et enfin comment interpréter ces résultats. Mais je sens une frustration chez tous mes auditeurs, car je n'ai rien dit sur ce que tout le monde attendait, sur la pratique des tests. Comment calculer le fameux petit p. Alors c'est parce qu'il y a de très nombreux tests correspondant à de nombreuses situations, et je vous donne rendez-vous pour d'autres exposés sur la pratique de ces tests. Comment comparer deux moyennes, comment comparer plusieurs moyennes, comment comparer deux pourcentages, etc. Enfin, nous avons vu que l'interprétation correcte du petit p était délicate. De nombreuses erreurs sont commises lors de son utilisation. Il est notamment difficile de comprendre la différence entre le risque alpha et le petit p. Et si vous voulez approfondir ce sujet, je vous invite instamment à regarder la vidéo intitulée Le petit p. Je vous dis donc à bientôt. Je vous signale ici deux ouvrages fondamentaux de statistiques appliquées aux sciences médicales, le Schwartz et le Bouillet.